Bonjour à tous. Oui, je vais vous raconter mon histoire. Donc, ça remonte à quelques années, il y a une dizaine d'années. Je discutais avec mon fils aîné, et il me dit tout d'un coup, on m'a menti. On m'a menti, ouais, parce qu'on m'a dit que pour pouvoir être heureux, il fallait être brillant à l'école, bien s'investir, faire des études, gagner de l'argent, etc. C'est comme ça qu'on était heureux. Et en fait, moi, le moment où il m'en parle, je suis embêté parce que j'ai l'impression qu'il m'accuse, moi, de lui avoir menti. Alors je dis, non. En fait, je suis super mal à l'aise, parce que je pense qu'il y a bien une partie de moi qui croit que, quelque part, c'est un gros mensonge, mais voilà, je me défends un peu. Et puis il embraye, il me dit, mais tu l'aimes ton job ? Alors mon job, je suis consultant. Je suis consultant en organisation, en performance industrielle. Je suis consultant, formateur, également coach, et également management. Au moment où il me parle, je suis plutôt désabusé par rapport au métier que je tiens. Je suis plutôt amer. Ça fait une vingtaine d'années que je fais ce métier-là. Et mon job, c'est d'intervenir dans des boîtes qui ont des projets d'amélioration, de la performance, l'efficacité, etc. Je suis intervenu en une vingtaine d'années dans à peu près 200 boîtes, un peu plus de 200 boîtes. Et mes interlocuteurs, c'est des directeurs de production, des directeurs industriels, des responsables de production, des DRH, des formateurs, des responsables de formation. Et je suis intervenu pratiquement que dans des grosses boîtes. Je ne connais pas du tout. Tout ce que je vais raconter concerne les grosses boîtes, pas les PME. Et donc au moment où il me parle, je suis assez désabusé et j'ai une croyance, que je peux contaminer le système de l'intérieur. Et donc je lui raconte cette histoire, je lui raconte que dans les formations que j'anime, j'essaye de donner quelques outils d'autodéfense aux gens, pour qu'ils soient plus armés pour repérer des situations de manipulation et d'avoir un petit peu plus d'esprit critique par rapport au jeu qu'on veut leur faire jouer. Bon. Enfin, moi, je me raconte l'histoire que je suis viral et que je contamine ça à l'intérieur. Et lui, il me dit, mais t'es sûr, là, de ton truc, là, que t'arrives à contaminer ça à l'intérieur? T'as pas plutôt l'impression d'être instrumentalisé dans cette grande lutte des classes? Oh putain. Alors il me dit lutte des classes. Je dis oui, bien sûr. Non, bien sûr, oui. Non, mais je connais le concept. Mais bon, c'est un peu dépassé quand même. Vous voyez, je pars de loin. Et puis la discussion se passe, elle me dit non, potasse ça quand même, c'est un vrai sujet. Bon. En fait, pour moi, on pourrait croire que tout roule. Moi, je suis consultant, mais je suis ingénieur. J'ai fait une scolarité plutôt brillante. Et puis, j'ai eu un début dans ma vie professionnelle dans le monde de l'industrie, et moi j'ai adoré ça. En fait, j'ai adoré, moi j'étais manager, alors j'ai bossé sur des marques, j'espère que vous connaissez, c'est Benko, Banania, Poti, Maizena, Knorr, Alza, Yoplait. Bon, il y a beaucoup de marques, mais c'est deux boîtes, enfin dans l'agroalimentaire, c'est deux boîtes, mais avec beaucoup de marques. Et moi au début, j'étais manager, et donc j'encadrais des équipes. Et pour moi, être manager, c'est de faire en sorte que des gens puissent s'épanouir sur leurs installations, sur leur poste de travail. Le Benko, fabriquer du Benko, c'est quelque chose d'extrêmement chiadé. Pour ceux qui aiment les grosses machines, moi j'adore les grosses machines et j'aime bien voir quand ça tourne et on voit les produits sortir. On sortait 2,5 tonnes de yaourt. Bon. Ça, c'est quand j'étais chez Yoplait. 2,5 tonnes de Benko à l'heure. En fait, c'est assez compliqué. On parle de lit fluidisé. Alors ça commence à être compliqué. C'est juste une grille qui est très serrée,
il y a de l'air comprimé qui passe par en dessous, et au-dessus, on a de la poudre, et la poudre est soulevée par l'air, on a l'impression que c'est un fluide. Et pour fabriquer du benko, on rentre de la poudre de benko d'un côté. Au début, on injecte de l'air chaud avec de la vapeur se condense sur la poudre, donc elle commence à être mouillée, ça se colle les uns avec les autres, etc., ça bout. Après, c'est une grosse machine, hein, ça vibre comme ça pour faire avancer la poudre. Il y a une partie où on sèche, et puis après, il y a une partie où on tamise. C'est une installation qui est grande comme jusqu'au mur, hein, ça fait 2,50 m de large, ça tourne comme ça. Il y a une cinquantaine de paramètres. Être ouvrier pour conduire une machine de cette nature-là, c'est 6 mois de formation, il y a des volets partout, c'est du bricolage, les mecs ont fait des repères au scotch. Et jamais, moi, je me serais permis de toucher à une manette. Hein. Pour moi, c'était vraiment l'excitation sur des grosses installations comme ça. Et moi, je pensais que les ouvriers, pareil, enfin, d'ailleurs, en effet, ils prenaient plaisir à conduire des installations de cette nature-là. Moi, je pensais que manager, l'enjeu, c'était ça, que les gens puissent, en effet, se réaliser dans leur contexte professionnel. Hein. Mais moi, je pensais que le management, c'était être de gauche. Hein. Et c'est d'ailleurs à cette époque-là que j'ai commencé la plongée. Alors, j'avais déjà commencé un petit peu avant, mais là, je m'en suis occupé vraiment de façon sérieuse. En fait, la plongée, j'ai amené une stab, donc ça, c'est un gilet stab. On fixe une bouteille qui est derrière, et ça, c'est un super outil pour plonger, parce que ça permet d'assurer la sécurité. Hein, c'est un gilet, quand on est en fond de l'eau, il suffit de le gonfler, là, il y a un système pour le gonfler. Et si jamais il y a un problème, si jamais il faut que je remonte, si jamais il faut que j'attrape quelqu'un pour le remonter, il me suffit de gonfler ce gilet-là et je remonte tout seul. Je ne suis pas obligé de faire des efforts. Ouais. Et donc, l'apprentissage de la plongée, c'est tous ces trucs-là techniques, et moi j'ai adoré ça. Hein, des choses. D'ailleurs, c'est pas du tout sportif. Hein. Certains font du parapente, ce genre de choses, mais la plongée, c'est absolument pas sportif. C'est une activité. Même pour des gens aux cheveux grisonnants et encore plus. Et donc, moi, dans mon boulot, dans la plongée, on apprenait tout ça, on apprenait à utiliser ce matériel. Je vais vous apprendre également un certain nombre de choses sur la plongée. Et avant de plonger, on souhaitait une bonne plonge. Une bonne plongée, quand on est entre plongeurs, voilà, on souhaite une bonne plonge comme dans les usines, je pensais, on souhaitait une bonne journée de boulot, quoi, hein, une journée qui tourne bien, qui marche bien. Je pensais que c'était ça, moi, mon job. Je pensais que c'était de fabriquer du benko. Et puis rapidement, on m'a dit, il faut faire un plan social. Et donc je me suis tapé 3 plans sociaux. Je me suis tapé une restructuration d'activité et un transfert d'activité. Alors, en français, qu'est-ce que ça veut dire? Un transfert d'activité, ça veut dire qu'il y a une usine qui fabriquait des produits à un endroit donné, à côté de La Rochelle. L'usine a été fermée, ça a été transféré, et on a redémarré l'usine, enfin l'activité, sur une autre usine. Et personne n'est venu de Dunkerque, enfin de La Rochelle à Dunkerque. C'est ça un transfert d'activité. Hein. Et donc, rapidement, je me suis rendu compte que le monde de l'entreprise, le monde industriel était d'une très très grande brutalité. Il y a McKinsey qui est venu chez vous. Je pense que vous avez peut-être tous entendu parler de McKinsey, au moins de nom. C'est un très grand cabinet d'audit, de conseil, etc. McKinsey, qui conseille nos dirigeants, hein, qui sont là. Ouais. Ils sont venus chez moi, ils sont venus dans l'usine dans laquelle j'étais, avec ce qu'ils appellent un programme moins 40%. Et donc, comme son nom l'indique, hein, c'est un classeur qui est épais comme ça. Et tout leur job est expliqué jour par jour. Et l'enjeu, c'était de réduire les coûts avec des enjeux de cette nature-là, de moins 40% sur les frais de fabrication. Donc je me suis rendu compte que le monde industriel était extrêmement brutal. Et donc, j'ai voulu changer, en fait. Je me suis dit, comment je peux aider les usines? J'ai basculé dans le conseil, dans la formation, en me disant... si on veut que les gens puissent se défendre et pas se faire bouffer, pas se faire virer, il faut que les usines soient les plus efficaces possibles, les produits les plus attractifs possibles,
que les usines soient en situation de pouvoir piquer des tonnages à des concurrents. Et donc c'est la croyance que j'avais quand j'ai commencé à travailler dans le monde du conseil et de la formation, avec cette croyance-là. Oui, comment être utile pour aider des gens à se protéger de la violence de ce système. En fait, comment se protéger de la violence du système? Le milieu peut être assez violent hein, dans l'eau. C'est pour ça que d'ailleurs les formations en plongée sont importantes, sont aussi longues. Et ce n'est pas des formations qu'on apprend dans les bouquins, c'est des formations qu'on apprend en exécutant, en pratiquant. Donc on est vraiment dans un monde hostile. Et c'est important d'avoir les moyens avec nous pour pouvoir faire une bonne plongée. Et entre autres de l'air. Alors, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'air vient d'une bouteille qui est dans notre dos et qu'on vient fixer. Là, c'est très facile à fixer. Hein. On enfonce ça comme ça, puis après, ça vient de bloquer. Et donc, on a... allez, pour les plongeurs qui débutent, c'est une bouteille de 12 litres. Mais rapidement, on a une bouteille de 15 litres qui est gonflée à 200 bars. Et 200 bars, ça va permettre de faire une plongée. Allez, entre 50 minutes et 1h10. Après, ça dépend comment vous consommez, mais c'est à peu près ça. Et donc, quand on vérifie la pression dans la bouteille, puisque c'est le premier truc qu'on fait hein, quand on prend un bloc, on vérifie la pression dans la bouteille, on vérifie qu'on a 200 bars, puis quelquefois on a 205 bars, 210 bars, c'est cadeau, quoi, hein, bon, on prend. Hein. Puis quelquefois on a 120 bars, enfin pas 120 bars, mais 160 bars, 180 bars, et donc là il y a une erreur, il y a une fuite, et on va changer le bloc pour récupérer un nouveau bloc. Nous on sait en plongée que plus on a d'air dans la bouteille, plus on a de chances que la plongée soit la plus confortable et la plus longue possible. Il y a un truc dont on est sûr, c'est que on ne va pas pouvoir avoir moins d'air et essayer de faire une plongée la plus longue possible. Et de se dire comment faire une plongée plus longue avec encore moins d'air. Ça paraît évident. Mais pourquoi on nous demande ça dans les usines? Pourquoi on nous demande ça dans les usines hein? Pourquoi faire plus avec moins? Je suis dans une boîte qui fabrique des très grandes pièces. Et à ce moment-là, je suis en tant que consultant. Je fais le tour de l'atelier pour identifier ce qu'on appelle des remises à niveau. Et les remises à niveau, c'est d'identifier tous les trucs qui déconnent, et à un moment donné, on passe à côté d'une très grande porte, et le mur est esquinté. C'est un très grand bâtiment, il y a une cloison, il y a un mur, et cette porte au milieu. Et donc, comme on identifie tout ce qui doit être remis à niveau, voilà, il y a ça. Et je lui demande, mais d'où ça vient? Pourquoi c'est pété là? Et le mec me dit, si c'est quand on fait des pièces hors format, le cariste fait sa manœuvre et quelquefois ça tape. Puis je comprends pas ce qu'il veut dire. Et il me dit, si, tu vas voir, là on en fait aujourd'hui, ça devrait, tu vas voir. Et en fait, la porte est comme ça, je vois un cariste qui arrive avec une pièce qui est longue comme ça. Et là, champion du monde, hein, le mec. Et il arrive, il fait les navettes comme ça, tac, 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 et puis il met 5 minutes pour passer, tout que ça passe. Oh, et là, je dis au mec, mais on ne peut pas faire ça, en fait. C'est pas correct, toi. Soit tu fais des tubes plus courts, soit... Ouais, tu vois, les conseils, enfin, le conseil, hein, fait une grande puissance. Hein. Soit tu fais des tubes plus courts, soit tu pètes la baie, puis... Le mec il se marre, non mais il a un sourire, donc je vois qu'il a préparé son coup, donc il me dit, non, alors déjà des pièces plus courtes, c'est pas possible, parce que c'est pas nous qui décidons, c'est le bureau d'études, donc ça t'oublie, et maintenant, oui, faire un mur plus large, une ouverture plus large. Il me dit, écoute, j'ai fait un devis pour pouvoir péter ce mur-là. Mes caristes ne sont pas payés assez cher, c'est pas rentable. Ils passeraient plus vite, mais ça serait pas rentable de les faire passer plus vite.
Et là, j'ai pas compris, en fait. Hein. J'ai pas compris. C'est-à-dire qu'il se pose la question de est-ce que ça doit être rentable? Comment faire en sorte que des gens puissent bosser normalement? Est-ce qu'il faut que ce soit rentable? Comment on se pose la question de est-ce que ça doit être rentable que les gens puissent travailler dans de bonnes conditions? Même pas de bonnes conditions, dans des conditions normales. En fait, c'est ça ce que j'ai vu dans mes missions de conseil. Hein. C'est justifier des situations où on se pose des questions absurdes. Est-ce qu'on doit se poser la question de la rentabilité de pouvoir travailler dans de bonnes conditions? Une fois, je suis en formation, j'anime une formation, il y a une quinzaine de personnes, tous de la même boîte, que des cadres. Et là, il y a une femme qui nous explique, donc elle est cadre, elle encadre une grosse équipe, etc. Et elle nous explique que son chef lui demande de faire quelque chose d'illégal, et puis la menace. Et donc elle se met à pleurer. Et puis à côté d'elle, il y a en fait une autre femme qui parle et qui nous dit qu'elle a le même chef que lui et qui fait la même demande et elles se mettent à pleurer toutes les deux. En fait, moi j'ai vu énormément de violence, énormément de souffrance dans le monde du management. Des cadres qui sont comme ça, en situation de désespoir, j'en ai vu plein. Et donc je me suis rendu compte que mon job que j'idéalisais, c'était soit un prétexte, mais qu'il y avait un enjeu de virer les gens, soit c'était juste d'apporter du soutien à des gens en détresse. Une fois, j'ai une collègue qui est comptable. Alors c'est une blague, mais même pas. Elle me disait, aux yeux d'un comptable, la plus belle des économies, c'est l'arrêt de l'activité. Puis le business, hein. Aux yeux d'un comptable, c'est génial. Hein, donc voilà, j'étais embarqué dans ce truc-là. Ouais, la souffrance est partout. Et donc, moi j'ai suivi le conseil de mon fils, j'ai commencé à potasser ces sujets-là. Quelles sont les conséquences de ce système délétère? Alors d'abord, j'ai commencé à un niveau politique, hein, il fallait que j'apprenne vite, hein, la culture politique était vraiment très réduite. Et puis de lutte des classes, j'ai vu que en fait, c'était pas tellement, aujourd'hui c'était plus tellement la lutte des classes, on parlait beaucoup de lutte des places, les gens avec l'individualisation des personnes faisaient qu'on se tirait la bourre et on est beaucoup plus dans des logiques de lutte des places. Bien sûr, j'ai potassé les aspects de propriété privée des moyens de production, hein, les injustices qui se trimballaient derrière. Et je me souviens de discussions avec des amis, des connaissances, etc., qui me disaient ouais, mais le capitalisme, quand j'étais gosse, on se disait tu vas aller au goulag, c'est mieux. Non, on compare toujours le capitalisme avec pire, hein, en disant et alors, c'était mieux du temps des Romains, l'esclavagisme. D'ailleurs, le capitalisme n'est pas incompatible avec l'esclavagisme. Et on me disait, mais attends, écoute, il n'y a jamais eu autant de richesse qu'actuellement quand même. C'est vrai que le capitalisme étant florissant, on n'a jamais eu autant de gens riches et puis de richesse. Hein, Alors j'ai potassé ça. Aujourd'hui, il y a 2,8 milliards personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté sur la Terre. 2 milliards, 2,8 milliards, c'est l'équivalent de la population mondiale en 1955. En fait, il n'y a jamais eu autant de gens miséreux qu'actuellement. Donc le système qui crée de plus en plus de richesses, ok peut-être, mais où est-ce qu'elle est bloquée? J'ai potassé sur les déchets du système capitaliste. Et les déchets, c'est le CO2, hein, c'est le dérèglement climatique. Pour moi, plongeur, ça parle du blanchiment des coraux, ça parle de... moi je suis allé plonger à l'autre bout du monde, j'ai pris l'avion pour aller plonger et voir des choses que, à mon avis, il y a 50 ans, personne ne voyait. Il y a peut-être 100 ans, personne ne voyait. En fait, je ne sais pas si je retournerai plonger à l'autre bout du monde.
Je préfère pas fermer la porte aujourd'hui parce que c'est vrai que j'aime la plongée et j'aime le milieu naturel que j'explore grâce à ça. Mais je plonge en France et je sais pas si je repartirai comme ça à l'autre bout du monde. Moi je suis effaré quand il y a deux ou trois dingues là qui, Bezos, Musk et compagnie, qui vont se faire un petit tour dans l'espace, 10 minutes, 75 tonnes de CO2 pour 10 minutes dans l'espace, et j'ai plutôt la nausée de ça. Je me suis aussi intéressé aux ressources du système. On a un système qui s'appuie sur la consommation de pétrole. Alors j'ai pas du tout envie de flinguer votre morale, là, enfin, il y a d'autres conférences sur ces sujets-là, sur l'écologie. Mais en effet, on est dans un monde qui est fragile. Les déchets, les ressources sont limitées. Le pétrole, on a dépassé le pic du pétrole conventionnel en 2008. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de pétrole, mais on est de plus en plus nombreux. Et moi, c'est ma croyance, c'est que ce truc-là ne va pas pouvoir durer très très longtemps. Une fois, j'ai fait une mission dans une boîte qui fabrique des satellites. Alors moi je me suis dit, mais on a souvent des croyances, moi je me suis dit, mais fabriquer des satellites, ça doit être bardé de technologie ce truc. Ça doit être extrêmement sophistiqué, informatique, électronique, etc. Et en fait les mecs ils se sont marrés quand je leur ai dit ça. Ils m'ont dit, mais attends, tu rigoles. C'est des trucs, il n'y a aucune maintenance possible, donc il faut que le truc tombe pas en panne. Donc pas d'informatique, pas d'électronique, c'est des technologies extrêmement robustes et extrêmement anciennes. C'est des transistors, c'est des trucs comme ça. Enfin, en fait, ils savent qu'on est dans un monde qui est extrêmement fragile. Bon, moi, je potassais ces trucs-là, Pour moi, je prenais en pleine gueule que le système capitaliste était en échec pour maintenir des conditions viables sur Terre. Et puis j'ai fini par faire un burn-out. En fait, j'avais l'impression d'empoisonner mes enfants. J'avais l'impression de marcher à gare dans un monde en sursis, un petit peu comme un ethnologue pourrait marcher, ou un historien pourrait marcher dans les rues de Pompéi, avant que ça s'effondre, avant que ça crame. En fait, le jour où j'ai démarré ce burn-out, c'était une visite médicale classique avec la médecine du travail, et je m'assieds. Elle me dit comment ça va? Et en fait, moi, je ne peux plus répondre, je ne peux plus parler. Je m'effondre, je pleure, je ne peux plus parler. En fait, je pleure beaucoup depuis cette époque-là. Donc oui, mon fils pense qu'on lui a menti, mais moi je pense qu'on m'a menti aussi. Et c'est de ça dont je vais vous parler. C'est du mensonge du management. Et le mensonge du management, en potassant cette conférence gesticulée, j'ai lu quelques livres, et je suis tombé entre autres sur des écrits de Noam Chomsky. Alors, peut-être tout le monde ne connaît pas Noam Chomsky. Chomsky, c'est un linguiste, c'est un professeur émérite du MIT. Alors, le MIT, c'est Massachusetts Institute of Technology. C'est une grosse. Vous voyez comment je parle bien l'anglais. En fait, je sais dire que ça, je parle pas l'anglais. En fait, c'est un professeur émérite, ça veut dire qu'il est à la retraite, mais c'est quelqu'un d'extrêmement brillant et qui est aussi anarchiste. Et il a travaillé sur les techniques de manipulation. Et il a identifié 10 stratégies de manipulation. Et c'est très intéressant parce que le sujet dont on va parler, qui est comment on a menti, mais comment on ment d'une façon générale aux gens qui sont dans les situations d'encadrement. Chomsky lui parle, il y a une stratégie qui est remplacer la révolte par la culpabilité. Et vous allez voir que ça marche super bien. En tous les cas, pour moi, le mensonge du management, je vais vous l'illustrer à travers 3 grands sujets. Le mensonge autour de la gestion, le sujet du bon manager, ce que j'ai essayé de faire quand
J'essayais d'être un bon élève, hein, c'est ce que j'essayais de faire quand j'étais chez Genco Banania et compagnie. Le mensonge du bon manager. Et puis un focus sur le développement personnel. Alors, la gestion. Oui, la gestion. L'idée de la gestion, c'est gérer permet de maîtriser les choses. Voilà. Et il y a deux croyances essentielles. C'est si tout le monde respectait les règles, il n'y aurait pas de problème. Et puis la deuxième croyance, mais c'est presque un dogme, hein, c'est un truc religieux, c'est pas quelque chose qu'on va démontrer, mais c'est une conviction religieuse. Ouais. La deuxième croyance, c'est la gestion, c'est scientifique. Hein, ça s'appuie sur des faits. C'est organisé, c'est scientifique. Alors moi, j'ai rien contre la gestion en tant que telle. Hein. Moi, j'ai voulu démarrer à l'heure, donc il y a des trucs qu'on a fait avant, enfin, vous êtes arrivés tous ici à l'heure, enfin, vous avez fait en sorte d'arriver à l'heure, et ça pourrait s'appeler de la gestion, ça. Bon. Même à l'ardeur, il y a de la gestion, hein. Il y a de la gestion, il y a des règles, il y a un tarmac, il y a un Scooby-Doo, il y a des trucs comme ça. Il y a même une règle qui est de ne pas avoir de notes, par exemple, pendant la conférence gesticulée. Donc j'ai désobéi. Mais il n'y a pas que à l'ardeur. Il n'y a pas que à l'ardeur où on a besoin de gérer des choses. C'est en plongée aussi. En plongée, on a besoin de gérer notre plongée. Alors ça veut dire quoi gérer la plongée? Ça veut dire que il faut au cours de la plongée bien repérer à quelle profondeur on est descendu et puis depuis combien de temps on plonge. Parce que au moment où on pense qu'on a fini la plongée, on ne peut pas remonter direct. Et donc, il faut avoir encore de l'air dans le bloc quand on a fini la plongée. Alors pourquoi on ne peut pas remonter direct? C'est que quand on a respiré de l'air au fond, l'air qu'on a respiré dans notre bouteille est à une pression supérieure à l'air qui est là, sur le plancher des vaches. Et donc on a dans notre sang de l'azote, plus d'azote que notre sang, que notre corps est capable de garder quand on est en surface. Et si on remonte trop vite, ça risque de faire comme le champagne, hein, ça, paf, il y a des bulles. Et quand il y a des bulles dans le sang, c'est emmerdant. Enfin, donc, de façon systématique, oh putain, t'as pas dit. Et donc, d'une façon systématique, on va s'arrêter à 3 mètres et faire ce qu'on appelle un palier. Alors, on peut même s'arrêter plus profondément, mais par exemple, moi j'ai des tables, hein, c'est des choses qui plongent avec nous. Par exemple, si jamais je fais plonger à 32 mètres pendant 25 minutes, je dois rester 6 mètres, je dois rester 6 minutes à 3 mètres. Tiens, par exemple, si je plonge 30 minutes toujours à 32 mètres, mais 30 minutes au lieu de 25, ça monte à 14. Donc ça va vite, hein. 25 minutes, 6 minutes de palier, 30 minutes de plongée, 14 minutes de palier, ça va très vite. Donc on a chacun nos tables et on ne se les prête pas, on ne se dit pas moi j'en ai eu pour tant et puis toi t'en as pour tant. Alors aujourd'hui on n'a plus de table en fait, hein. Tout ça c'est intégré dans des ordinateurs qui nous disent voilà, il faut faire ce palier là. Et voilà comment ça marche. Ça veut dire que ces tables là me sont vitales. Et d'ailleurs je vais même au-delà de ça. Et quand vous allez plonger, vous allez aller au-delà de ça. De façon générale, on fait les paliers qui sont indiqués et on en rajoute 3. On rajoute 3 minutes supplémentaires pour être sûr que voilà, l'azote s'en aille et que je ne fasse pas d'accident de décompression. Et même quelquefois, il y a encore des accidents immérités, mais vraiment pas beaucoup. Tout ça pour maintenir un peu la pression. Ça se porte dangereux. En fait, ces tables-là, c'est pas des obligations que j'ai. C'est juste que moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça pour faire une bonne plongée, une plongée sans accident correct. Et ça correspond un peu aux ABAC. Alors, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà bossé en usine? Oh putain, d'accord. Bon, ok, merci. En fait, dans une usine,
les ouvriers peuvent avoir ce qu'on appelle des abacs. Et des abacs, c'est exactement ça. C'est-à-dire, si tu veux faire une pièce avec telle tolérance, telle épaisseur, tel machin, etc., il faut régler la machine comme ça. Et c'est d'ailleurs des informations qui se passent les uns les autres, parce que il y a une expérience acquise qui fait que c'est robuste. Moi, j'ai été une fois dans un atelier où ils fabriquent des pièces, justement, des pièces avec des niveaux de précision dans les usinages extrêmement précis. C'est des pièces qui sont usinées avec des précisions de l'ordre de quelques microns. Alors, les microns, c'est tout petit, hein, c'est 1 millième de millimètre. Donc, déjà 1 millimètre, c'est pas gros, mais 1 millième de millimètre, c'est tout petit. Et donc, ils font des usinages sur des pièces qui peuvent être assez grosses, mais avec des tolérances extrêmement faibles comme ça. Et donc, le type avait des abacs. Parce que c'est pas un truc qu'on fait comme ça au pif, hein, il avait, alors c'est pas sous cette forme-là, mais. Et il montre ça. Là, je suis sur son établi, il a ouvert les cahiers qui se passent de génération d'ouvriers en génération d'ouvriers. Je vois les annotations, les remarques, etc. Et donc il m'explique comment on fait. Et là, on est sur une machine qui s'appelle un tour. Alors, un tour, comment ça marche, enfin, c'est assez intuitif. Hein. Un tour, on a une pièce qu'on prend entre deux fers, il m'explique ça. Et moi je comprends tout, hein. On prend entre deux fers, ça tourne, et puis on usine sur la tranche, et voilà. Et il me dit, quand on doit usiner dans l'axe, là c'est plus compliqué. Donc on fixe la pièce d'un côté, et de l'autre côté, on pose la pièce sur ce qu'ils appellent des lunettes. Et donc bien sûr c'est lubrifié et compagnie. Et donc là, ça tourne, et puis on peut usiner facilement comme ça. Mais ce qu'il me dit, c'est que comme ils font des usinages avec des tolérances qui sont très très faibles, et que là, ça tourne sur les lunettes ça tourne, comme ça tourne, ça frotte un peu, comme ça frotte un peu, ça s'échauffe, comme ça s'échauffe, et que c'est du métal, ça se dilate un peu. Ce qui fait que régulièrement, il est obligé d'arrêter, d'attendre que la pièce se refroidisse, et puis de redémarrer. Et là, il me dit, regarde, là je suis sur l'établi, il prend un autre document, c'est un ordre de fabrication. L'ordre de fabrication, c'est les consignes qu'il doit respecter. C'est le process, c'est les règles. Et il me dit, regarde les cons. Là, la pièce que je dois faire, ils ont mis 40 heures, mais moi j'en ai pour 120 heures à la fabriquer. Parce qu'ils n'ont pas prévu ça, ils n'ont pas vu qu'il y avait de l'usinage dans l'axe. Alors moi je suis naïf, hein, donc je lui dis, oh, mais faut leur dire. Et là je vois le mec qui change de couleur. Il dit, non mais moi je veux pas d'emmerde, hein, je veux pas d'emmerde. Non, moi je veux pas d'emmerde. Alors bon, moi je lui dis, ok, faut pas leur dire. En fait, j'ai compris, hein, on est dans des activités qui sont proches du militaire. Les gens qui définissent les gammes, les normes, les règles, l'ordre de fabrication, c'est des polytechniciens, c'est des gens extrêmement brillants. Donc tu as un ouvrier qui va dire à un polytechnicien, tu t'es bourré, mais dans ces dimensions-là, c'est juste pas possible. Donc je vais pas l'emmerder avec ça. Et je lui dis, mais quand tu auras fini la pièce, tu vas pointer 120 heures. Parce qu'en fait, on donne des informations. Quand la pièce est finie, on renseigne dans le dossier, dans l'ordre de fabrication, on renseigne un certain nombre de choses. Et le temps que ça a mis. Et donc je lui demande, ouais, est-ce que tu vas mettre 120 heures? Et là, le mec me dit, ah non, mais attends, je veux pas d'emmerde. Il demande 40 heures, je vais pointer 40 heures, terminé. Pour moi, c'était une grande claque, hein. Ça a été une grande révélation. Hein. D'abord, les mecs, c'est des bons professionnels, ils savent ce qu'ils font, ils maîtrisent le truc, et ils ont envie d'être fiers de leur job, et il n'y a aucun doute là-dessus. Et le deuxième point, c'est que au-dessus, en fait, on n'a aucune idée de la réalité. Ils ne savent absolument pas ce qui se passe. C'est les méthodes, comme la hiérarchie, comme... Mais moi, quand j'étais manager, j'étais incapable de granuler du béco, j'étais incapable de savoir dans le détail ce qui se passe. Hein, en fait, il faut savoir que la réalité,
c'est que le réel se passe pas comme prévu, ou pas beaucoup, ou pas suffisamment à nos yeux comme prévu. Et donc, le réel nous fait chier. On aimerait bien que ce soit tel qu'on l'a imaginé. Donc le réel nous emmerde, hein, et donc les managers se racontent des histoires, se racontent que non mais nous, il faut qu'on prenne plus de recul, on travaille sur les vrais sujets, on ne va pas se laisser contaminer par les sujets du quotidien. Par exemple, il y a des termes qui sont très souvent utilisés, c'est normalement. Le terme normalement. Normalement, c'est suspect, en fait, hein. Quelqu'un qui dit normalement, c'est en fait quelqu'un qui vous dit ouais mais oh normalement, en fait il a aucune idée de ce qui s'est passé et il vous raconte l'histoire qu'il voudrait avoir. En fait, on appelle des aléas des événements qui se produisent dans la réalité, et en l'appelant aléa, on identifie que ce n'est pas normal, mais ce qui n'est pas normal, c'est pas l'événement, ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir imaginé que ça puisse pas se présenter, c'est là où c'est absurde. En fait, on est dans un monde chaotique. La vie est chaotique. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs le Covid, hein, enfin, le truc qui part 2 mois avant, personne ne l'avait imaginé, et puis après on continue à faire quand même des plans à 6 mois, à 1 an, à 10 ans. On est dans un monde chaotique, et le fantasme de la gestion, c'est d'imaginer qu'il est possible de gérer un système chaotique. Comme le climat ou comme la météo, quoi, qui sont des systèmes chaotiques. On est dans l'absurdité. En fait, de nous passer comme message qu'on doit maîtriser, enfin que grâce à la gestion, on va maîtriser, c'est qu'au final, on culpabilise qu'il y ait des aléas. Hein, donc tout à l'heure, je vous disais, voilà, la révolte, remplacer la révolte par la culpabilité. Bon, moi je gère ma plongée. Mais il y en a un autre qui gère la plongée, c'est le directeur de plongée. Alors le directeur de plongée, c'est quoi son job? Le directeur de plongée, c'est souvent le patron du club de plongée qui vous emmène sur son bateau. Et lui, il a un vrai job à réaliser par rapport à la sécurité. Parce que ce qui se passe, c'est que si jamais en effet il y a des gens qui ont un accident pour une raison X ou Y, une syncope ou n'importe quoi, et remontent et doivent être emmenés en urgence à l'hôpital, ou etc., il faut rappeler les autres. Hein. Donc il faut que quelqu'un s'organise, enfin soit prêt pour assurer ça, et puis envoyer ce qu'on appelle des pétards de rappel. Des pétards de rappel, c'est des pétards qui pètent dans l'eau. Et donc on entend très bien, l'eau est très très conductrice du son, ce qui fait qu'on entend très bien, et quand on entend 2 pétards, ça veut dire que tout le monde remonte. Et ça veut dire qu'il y a un accident. Et c'est pas un sujet anodin, ça. Hein. Je plongeais cet été, et je discutais avec le patron du club, il me dit, moi cet été, on a eu 10 accidents. Alors, bien sûr, il n'y a pas eu 10 morts, hein, mais ça veut dire qu'il y a eu 10 mecs qui sont partis à l'hôpital parce qu'il y a un truc qui s'est pas bien passé, il y a eu... un accident de décompression, un truc comme ça. Donc, le directeur de plongée, quand il est sur le bateau et que les gens ont sauté dans l'eau, il n'est pas du tout rassuré en se disant « bon, c'est bon, j'en ai pour 1 heure, je vais être tranquille ». Non, non, il flippe en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'autour du bateau, il voit les bulles, parce que les gens ont plongé, et puis nous, bah, on respire, hein, sous l'eau on respire, et donc bien sûr on crache des bulles. Et lui, c'est ce qu'il voit, le directeur de plongée. Il voit juste des bulles à la surface. Mais en dessous, comment sont produites les bulles? Est-ce que c'est une personne qui respire très fort, qui est en train de s'essouffler, etc. Et peut-être, ça peut être embêtant. Ou est-ce que c'est 2 personnes qui sont l'une à côté de l'autre? Ou autre chose? Il n'en a aucune idée. En fait, il voit juste des bulles, et puis il se raconte des histoires. Il se raconte l'histoire de comme ça va bien, ou j'espère... C'est exactement ça nos indicateurs. Les indicateurs qu'on voit dans les usines, mais c'est pareil, les systèmes de gestion, dans les prestations de services et compagnie, c'est exactement la même chose. Les indicateurs sont comme des bulles, c'est des trucs qui ont un certain lien avec la réalité,
mais généralement qui sont assez déconnectés de la réalité. Et puis on va se raconter des histoires, hein, alors c'était assez rigolo parce que les gens ne sont pas dupes de ça. Hein. Je suis intervenu dans une boîte, alors aussi une boîte qui est proche du militaire. Les indicateurs portaient un nom. Ils appelaient ça des indicateurs pastèques. Pourquoi des indicateurs pastèques? Peut-être, c'est assez intuitif, hein, la pastèque c'est vert dehors, donc dehors tout est vert, tout va bien, etc. Puis c'est rouge dedans, donc tu vois que tu es dans la merde, mais il ne faut pas que les autres le sachent. D'ailleurs, c'est à ça que ça sert les indicateurs. Hein. C'est à repeindre les lunettes de nos chefs, parce que voilà, les chefs ils veulent avoir des informations et compagnie, donc on se protège et on leur repeint les lunettes avec nos indicateurs pastèques. Et même une fois, je suis intervenu dans une boîte de transport de personnes. C'est une boîte qui est payée par la région. Et bien sûr, en fonction de certains critères, ça va être payé différemment. Et donc il y a un critère qui est le nombre de rotations que vont faire les bus pour prendre des gens. Hein, combien de bus sont passés sur cette ligne aujourd'hui. Et pour ceux qui ont déjà pris le bus, vous savez qu'il y a des moments, tu es pris dans un bouchon, c'est un peu la galère, etc. Et donc, ils ne sont pas naïfs les gens, hein, ils se rendent compte que quelquefois il n'y a pas assez de bus. Comment ils font? Ils attendent que le trafic redescende, que ce soit un peu plus tranquille, puis ils envoient plusieurs bus. Alors ce serait trop lourd, pas directement les uns derrière les autres, mais toutes les 5 minutes ils envoient un bus. Les conducteurs, ils appellent ça faire tourner les banquettes. Parce qu'il y a les banquettes derrière qui sont vides, hein, et donc il faut tourner les banquettes. J'ai mis, en fait, moi j'étais mort de rire, les gens sont pas naïfs, en fait, ils savent que c'est juste l'enfumage. Méfions-nous nos indicateurs, je trouve ça génial. Mais quelquefois on fait des choses beaucoup moins cool. À cause de cette logique de mesure d'indicateurs, je suis intervenu dans une boîte, ils font de la prestation de service, donc ils ont des dossiers, enfin, il y a des dossiers, et comme dans toute prestation de service, en fonction du type de client, etc., la prestation va être très différente, ce qui fait qu'il y a des dossiers faciles à monter et des dossiers particulièrement compliqués à monter. Et là, je suis avec le chef d'équipe, qui me dit mais je suis emmerdé parce que les dossiers faciles je les donne à celui qui ne sait pas grand chose, qui débute, et lui il en fait 5-6 par jour, ça roule quoi. Puis les dossiers super compliqués, je les file là, le vieux briscard, il connaît bien, il a déjà démerdé toutes les situations, puis lui il en fait 6 à la journée, puis lui il faut 3 jours pour faire un dossier. Et il me dit, je suis emmerdé parce que mon chef, là, il me dit, qu'est-ce qu'il fout, lui, là? Qu'est-ce qu'il branle? Il est à 3 jours par dossier, alors que lui, il assure. Mais c'est absurde, ça. C'est dégueulasse. En fait, ça, c'est dégueulasse. Et moi, en tant que consultant, je suis là pour quoi? Je suis là pour aider le manager à faire un truc un peu plus juste, mais en fait, c'est normal que ça prenne du temps et que ce soit différent. J'étais instrumentalisé pour justifier une situation et dire que le chef d'équipe doit se démerder. C'est effrayant. Les indicateurs, par contre, présentent un grand avantage. C'est que, par exemple, un mort, c'est un drame. Dans une famille, un mort, les parents, les enfants, c'est un drame. 1 million de morts, c'est une statistique. Et c'est facile. Dans les usines, on parle d'ETP, un équivalent temps plein. On a 2,8 ETP, ça gêne personne. Hein. Mais c'est des bouts de bons hommes qui sont coupés à gauche, à droite. L'avantage de l'indicateur, c'est que ça permet de ne pas être touché, pas être bouleversé par le fait que c'est pas des chiffres, mais c'est des personnes. Donc voilà, la gestion avec cette histoire de si tout le monde le sait bien, il n'y aura pas de problème, mais l'effet scientifique, à quoi ça sert? La gestion, ça s'appuie sur les faits, et c'est une approche scientifique. Je veux dire, à quoi ça sert tout ça?
suis dans une boîte qui fait des produits très sophistiqués. Alors là, il y a beaucoup d'électronique, c'est très compliqué. Ils ont toute une gamme de produits. Et ils ont des produits d'appel. Et donc ils m'expliquent comment ça marche, ça, ces produits d'appel. En fait, c'est le même produit que le dernier de la gamme, mais ils ont injecté dans le programme un truc qui fait que au bout de tant d'heures de fonctionnement, ou tant de etc., le truc va s'arrêter. En fait, c'est ce qu'on appelle de l'obsolescence programmée. Le truc va s'arrêter. Mais moi, je croyais que la gestion, c'était pour que ça marche bien, puis qu'on fasse des bons produits. Et je croyais que moi, en tant que client, j'allais en tirer un certain avantage. En fait, non. L'intérêt de la gestion, c'est au service de l'actionnaire. Hein, parce que celui qui va gagner du fric là, dans l'opération, c'est pas le client qui croit avec son produit daubé. Non, le seul client que le système a, le seul client que le système capitaliste possède, c'est l'actionnaire. C'est pour ça que ça existe. C'est pour faire gagner du fric. Donc, ce que je vous disais, ouais, remplacer la révolte par la culpabilité, hein, et que les aléas soient considérés comme étant de notre faute. Alors, le deuxième thème, c'est le management. Le mythe du bon manager. En fait, le mythe du bon manager, c'est la réussite est individuelle. Si tu réussis, c'est parce que tu as les qualités, les compétences pour y arriver. Puis si tu ne réussis pas, ben, c'est ta faute. Mais avant d'attaquer les managers, on va s'intéresser aux plongeurs. D'après vous, c'est quoi un bon plongeur? Les caractéristiques d'un bon plongeur? Un vieux plongeur. Ah oui, longtemps, ouais, vieux. Enfin, vieux ou... Expérience. Prudence. Il est prudent, ouais. Il sait nager. Eh ben même pas. Mais on n'est même pas obligé de savoir nager, ouais. Mais bon, en tous les cas, il n'a pas peur. Pas peur de l'eau. Même pas. Ouais, pas allergique à la flotte, ça c'est important. Mais dans la pratique, tous les plongeurs savent nager, hein, et peu de plongeurs, sauf moi, ont peur de l'eau. Organisé? Ouais, il a besoin d'organisation. Il est musclé, il sent bon le sable chaud. Malheureusement, pas tout le temps. Mais, Il est riche, ça touche cher, non? Ah oui. il est riche, ce qui n'est pas vrai, mais ça peut être un croyance, on va être riche. En tous les cas, la plongée, ça coûte du fric. Il voit un poisson, il tire. Alors, ça, c'est pas le bon plongeur, ça, c'est pas... c'est l'autre, ouais. Alors, un qui tire... Non, le bon plongeur, il est respectueux de la nature, il prélève pas, etc. Il a une épouse qui accepte de garder les gosses. Il est bien marié, oui. Il aime s'ébahir des choses. Ouais, il aime Il est naïf. Tu cherches des mots plus simples, putain, je suis incapable d'ébahir une hache, non? Naïf, ça marche aussi. Comme ça? Non. Si? Il est conscient de son corps. Pas forcément, mais allez, allons-y. Ouais, sûrement. Conscient de son corps. Il n'a pas de problème respiratoire. Ouais, il a une bonne santé. Observateur, il mange à plusieurs. Bonne santé. Il fait aussi la plonge à la maison. Ouais, il fait pas le mariole, ouais. Zéro Superman. Ouais. Il aime la technique. Ouais, il a la technique. Il sait lire l'heure. Il sait lire, ouais. L'heure et plein d'autres choses. Il raconte pas de blagues sous l'eau. C'est pas pratique. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais c'est plus difficile. Ouais. C'est difficile d'articuler. Non, c'est vrai qu'on se parle sous l'eau. Ouais. On se parle, on sait se parler. Ouais. Il a du sang-froid. Des cartes, des tableaux et tout ça. Là.
Et il maîtrise la technique. Oui. Ouais, on maîtrise la technique, ouais. Il a une sang-froid. Oui, une certaine sérénité pour pas paniquer. S'il panique, il gaspille son oxygène. Ouais, donc... C'est du yoga. En tous les cas, voilà, il sait être zen, zen, détendu. Il pratique la langue des signes. Ouais, il sait parler, les signes. Il fait confiance à son directeur de plongée ou Ouais. sa directrice de plongée. En fait, vous savez ce que c'est qu'un bon plongeur. Alors là, il faudrait rajouter aussi des situations peut-être un peu critiques. Il y a du courant, il fait un temps dégueulasse, il n'y a aucune visibilité. Comment fait un plongeur mais vous savez, en fait, c'est... Il a appris. Alouette, il y a plein de trucs. On s'imagine. C'est exactement ça, le mythe du bon manager. C'est le surhomme, c'est un mec super, qui sait tout. Je vais même vous lire 2-3 trucs là sur. Je trouvais ça génial sur les managers. Alors, les qualités du manager. La première des qualités, c'est quand même qu'ils réussissent. À la limite, ça serait même le seul critère. Au sens du système, c'est le seul critère. Peu importe la façon dont il s'y prend, mais le bon manager réussit. Et alors après, je vais vous lire un peu les qualités qu'on lui prête, sachant que ça change dans le temps. Hein. Aujourd'hui, on est plutôt sur le manager agile. Hein, c'est très à la mode aujourd'hui, hein, donc c'est le manager agile. Comment ? Ouais. Il est tout puissant, il est intelligent, il est libre et impliqué. Il décide et agit sans perdre de temps inutile à penser. Il agit avec bon sens et intuition. Il a du charisme, il a de l'autorité naturelle. Ses équipes sont engagées, performantes, volontaires, épanouies. Mais qui voudrait pas être ça? On a tous envie d'être un super-homme. Hein. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tous les managers doivent se dire « Ma réussite est due à ma personnalité, est due à ma propre façon d'aborder le sujet, et pas du tout aux contraintes dans lesquelles je suis, à l'organisation, aux injonctions dans tous les sens, aux contradictions, etc., à l'imposture de la gestion, pas du tout à ça. Non, c'est est-ce que je suis à la hauteur ou pas Une fois, j'ai bossé dans une... je faisais une intervention dans une grosse usine et j'étais avec le responsable de la production et comme tous les débuts d'intervention, je questionne les patrons, alors c'est souvent le directeur d'usine, le responsable de production, et je questionne sur la raison pour laquelle il fait ce projet. Et là, ce qu'il me dit, classiquement, c'est toujours des trucs autour de la qualité, des meilleurs produits, des délais, des clients contents, etc. Et là, le mec me dit, c'est pour le goodwill. Oh putain. Mais moi, je suis consultant, donc moi, je comprends tout, je sais tout, etc. Ah oui, bien sûr, le goodwill. Mais putain, je n'ai aucune idée de ce que c'est, le goodwill. Alors j'ai bien une idée parce que je sais que c'est un terme financier, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc le soir, je suis à l'hôtel, je regarde ça, goodwill. Le goodwill, c'est un terme financier. C'est un terme qui décrit la différence entre la valeur d'une entreprise telle qu'elle est calculée dans les chiffres, dans les livres comptables, et puis, la valeur de l'entreprise, si vous avez réussi à la vendre, et si vous l'avez vendue plus cher que ce qu'elle vaut, c'est ça le goodwill, quoi, c'est jackpot. Je me dis, mais putain, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Le responsable de la production, du goodwill, c'est un truc pour les actionnaires, ça, c'est... Et encore, enfin, Pour moi, c'était une illustration absolument aboutie de ce que c'est que l'aliénation. Les actionnaires doivent être aux anges d'avoir des gens comme ça, pourvu que tous les cas, tout le monde, tous les ouvriers soient comme ça, pourvu que nos actionnaires puissent s'enrichir. Le goodwill. Il y a beaucoup de cadres qui sont très aliénés. J'en ai vu beaucoup. J'ai beaucoup de gens en souffrance, mais beaucoup de gens
complètement dans cette cécité. Pour moi, il y a 4 items. Il y a 4 raisons qui font que ce piège-là, qui est qu'on va culpabiliser, qu'on va intégrer le contrôle, et que le sens de notre travail, ça va être d'enrichir les actionnaires, il y a 4 items. Le premier, ça tourne autour du management par objectif. Alors, je ne sais pas si c'est un terme que vous avez entendu, mais dans le monde de l'entreprise, c'est un truc hyper classique, c'est le management par objectif. Et en fait, le management par objectif, ce qui est vicieux derrière ça, c'est qu'il s'appuie sur une qualité qui a de la valeur pour nous. C'est le fait d'être autonome. En plongée, ça a un sens très précis, le fait d'être autonome. Au début, quand on débute complètement la plongée, on fait ce qu'on appelle des baptêmes. C'est-à-dire qu'il y a un moniteur qui va vous emmener et vous allez tout seul avec le moniteur. Peut-être même quelquefois, il va vous tenir la main tout le temps de la plongée. Et il ne vous lâchera pas, parce que je vous disais, la plongée, c'est pas une activité très sportive, mais c'est une activité qui peut être dangereuse. On est mort. Donc, bien sûr, le moniteur, il fait extrêmement attention à vous. Et tant que vous n'avez pas validé une certaine maîtrise de la technique, vous ne ferez que des baptêmes. Et donc, il y a un premier niveau, qui est un niveau où, on peut lâcher la main, on n'est plus tout seul, on est ce qu'on appelle une palanquée. Il y a 4-5 personnes qui se retrouvent ensemble avec un chef de palanquée. Et donc, quand on est à ces niveaux-là, on va suivre le chef de palanquée, on n'a pas le droit de descendre en dessous de 20 mètres, etc. Et puis après, si on s'est entraîné, si on a pratiqué, on pourra faire ça jusqu'à 40 mètres, mais toujours encadré. Et puis à un moment donné, on est autonome. Et les gens qui aiment... Alors, tous les gens qui plongent ne sont pas autonomes, bien sûr, mais les gens qui aiment la plongée, c'est ça qu'ils visent, c'est de devenir autonome. Ça veut dire, je peux plonger tout seul avec un coéquipier. Moi, je ne plonge jamais tout seul, mais sans encadrement, avec un coéquipier. Et donc, l'autonomie, il y a 2 styles d'autonomie. Soit, en effet, on prend en charge sa propre sécurité, sa propre plongée avec un collègue, soit on encadre soi-même une palanquée. Et c'est ce à quoi on aspire. Et je peux vous dire, c'est le pied d'être autonome. On n'a pas besoin, on fait ce qu'on veut, quoi, en fait. On va se balader, et puis, sans être tellement en danger. En fait, pour nous, c'est un vrai sens positif, l'autonomie. Positif, c'est ce à quoi on aspire. Mais en fait, ça se retourne contre nous quand on est dans le monde de l'entreprise. Parce que le management par objectif, c'est typiquement ça. C'est qu'on vous fixe un objectif, et puis on vous dit, t'es autonome. Et on vous dit, t'es autonome, et puis j'ai totalement confiance en toi. Tu vas y arriver, et puis si jamais c'est plus difficile, je serai toujours disponible pour toi. Puis nous, on y croit parce que nous, ça nous caresse dans le bon sens d'être autonome. On rêve de ça. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a raconté dans ses entretiens annuels qu'on ne questionne plus du tout. Mais comment se fait-il qu'on nous oblige, qu'on nous fixe un objectif? Alors, les objectifs sont quelquefois un petit peu négociables, on peut négocier sur la marge, mais c'est toujours des thématiques de performance, de qualité, de coût, de machin, de délai. Enfin, il ne faut pas se faire d'illusions. Et c'est toujours plus que l'année dernière. J'étais avec un stagiaire qui même m'expliquait que dans son entretien annuel, on lui avait dit, son chef lui avait dit, oh là là, mais dis donc, t'es pas très tolérant à l'ambiguïté, toi, hein, parce qu'il était dans un flou total. Ouais. Et donc, il osait questionner. Et voilà. Dans quelle mesure, pas très tolérant à l'ambiguïté. Hein. Je trouve ça génial comme formulation. Une fois, j'étais avec, et là encore, une formation en U, je fais ce signe-là, et il y a une dizaine, une quinzaine de personnes en U. Et là-bas, il y a un cadre. Alors, c'est des cadres qui eux-mêmes ont des cadres, qui eux-mêmes ont des collaborateurs. C'est une activité commerciale, il y a commercial
Il y a une prestation de service. Et le type qui est là-bas me dit, mais c'est dégueulasse, parce que moi, mon chef me demande que les entretiens que je fais avec mes collaborateurs, il veut qu'il y ait au moins 30% des gens que j'identifie comme insuffisants. Mais il me dit, mais en fait, moi, mes gens, ils sont tous bons. Alors son chef lui dit, ouais, non, mais c'est pas normal qu'ils soient tous bons. C'est là que tu te racontes des histoires. Il y a forcément des super, des moyens, et c'est effrayant. Et en fait, ils me disent, mais on a tous ça. C'est-à-dire que dans cette boîte, ils avaient tous un truc complètement effrayant. Puis je connaissais le DRH qui leur imposait ça. C'était un fou. Mais vous voyez, plutôt que de dire arrêtons les conneries, voilà, culpabiliser pour remplacer la révolte. Le deuxième point, derrière le MBO, deuxième point, c'est il faut crédibiliser le mythe du bon manager. Parce que maintenant, on y croit, quoi, hein, on croit que c'est notre job. Crédibiliser le manager, il y a une façon très efficace de le faire, c'est de faire des formations professionnelles. On fait des formations professionnelles au management, et comme ça, les gens ne pourront jamais dire qu'ils ne savaient pas faire. Hein? Alors, tiens d'ailleurs, juste pour vous alerter, il y a des gens qui ne font jamais de formation professionnelle. C'est les big boss. Hein, ils n'ont pas besoin de formation management, c'est génial. Alors, j'ai sélectionné dans une formation au management actuel des extraits des défis que le manager performant doit relever. Et donc, il y a les 5 défis du manager agile. Donner du sens et de la vision en naviguant dans le brouillard. Demander toujours plus sans épuiser les équipes. Troisième défi, donner plus de reconnaissance avec moins de levier. Un quatrième défi, développer l'esprit d'équipe dans un climat de repli sur soi. Le cinquième, là, celui-là je le trouve génial, c'est préserver la prise de recul et l'intuition en état de débordement permanent. Et une fois que vous avez été formé à ça, super manager. Donc vous voyez, en fait, c'est pas des défis, hein, c'est des paradoxes. Hein, puis après, on culpabilise de ne pas y arriver. Quoi, hein, Le troisième sujet, c'est le fait de maîtriser les choses. On aime maîtriser les choses. Quand on démarre la plongée, il y a des trucs à apprendre. Hein. Bon, il y a des choses sophistiquées sur remonter quelqu'un de 20 mètres qui n'a plus d'air, et puis vous non plus, vous n'avez plus d'air, c'est des trucs à savoir faire. Hein. Remonter quelqu'un qui a fait une syncope à 40 mètres, il faut le faire, il faut savoir le faire. Ce n'est pas des choses que vous apprenez au début. Mais au début, il y a des choses à apprendre. Moi, il y a un truc que j'aurais aimé apprendre quand j'étais gosse, c'est comment plonger dans la piscine et arriver à toucher le fond de la piscine sans m'éclater les tympans. Et franchement, si vous avez des enfants, donnez-leur ce conseil-là. C'est un truc tellement facile, tellement simple. Il suffit juste de se pincer le nez et de souffler. Vous faites ça, d'ailleurs, bon, vous équilibrez la pression des deux côtés du tympan et ça va. Et c'est tellement simple, tellement facile, et puis là, après, vous descendez à 40, 50... Mais apprenez ça à vos gamins. Il y a un autre truc aussi qu'on apprend au début, c'est le vidage de masque. Le vidage de masque, c'est un truc à savoir faire de base, parce que vous n'êtes pas à l'abri que de l'eau passe par là et puis rentre dans le masque, ou que le masque soit arraché, etc. Et donc, c'est important, c'est essentiel de savoir vider le masque de l'eau sans être obligé d'en monter en surface.
D'ailleurs, vous voyez, moi j'ai des lunettes, et là je vous vois pas bien, mais là je vous vois bien. J'ai des parties là, qui sont collées, et donc voilà, on peut plonger même quand on a besoin de lunettes. Et donc le vidage de masque, c'est des trucs assez simples à apprendre dès le début. Il suffit juste, en fait, de décaler le masque de votre bouche par en dessous et de souffler par le nez. Délicatement, si vous soufflez trop fort, l'air va partir, mais ce qu'il faut, c'est souffler juste délicatement pour remplir le masque. Et le masque, après, se vide de l'eau. Et en fait, c'est des choses que vous faites après très facilement. C'est pas gênant d'avoir de l'eau dans le nez, vous avez l'habitude de ça, etc. Et moi, l'entraînement que j'aimais bien faire, c'est des entraînements, c'est des jeux en fait. Hein, c'est le plus de vidage de masque possible sur une seule année. Et j'en faisais 7-8, moi ça m'amusait. Une fois, il y a un mec qui avait vu quelqu'un qui pouvait en faire 14. On faut vraiment être très très exigeant dans la façon de maîtriser une opération qui est basique. Mais on aime maîtriser les choses, c'est dans notre nature. Et de voir aussi, c'est pas mal. Et là, de la même façon, cette exigence-là qu'on a nous, et qui est naturelle, et qui est même ludique, enfin, on aime assurer, on aime maîtriser le truc. Oui, ça se retourne contre nous, parce qu'on utilise contre nous notre plaisir à être exigeant, à maîtriser les choses. Je suis dans une boîte, c'est un plateau téléphonique, où les gens répondent, bien sûr, à des gens qui ont des problèmes. Et donc sur le plateau, les personnes ont 9 appels à l'heure en termes d'indicateurs et en termes de résultats. Ils doivent répondre à 9 appels à l'heure. Ils ont 120 secondes pour raccrocher. Ça se calcule à la seconde. Ils doivent citer 2 fois le nom de la personne. Ils doivent reformuler le besoin du client 2 fois aussi. Enfin, le truc est d'une précision incroyable, comme si on avait besoin de ça pour pouvoir maîtriser l'entretien téléphonique. Enfin, et comme je suis chez ce client-là, c'est le chef d'équipe qui m'explique ça, et puis il me dit en fait, les gens ils sont tous malades, ils sont tous en arrêt maladie, il y a 30% d'absentisme. C'est normal, hein, enfin, on est tellement démobilisés, tellement sclérosés, qu'on n'a plus aucune latitude, aucune liberté. Bien sûr, les mecs tombent comme des mouches, les mecs sont malades, ils sont en arrêt maladie. Et moi je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Moi j'étais là en train d'accompagner quelqu'un pour qu'il réussisse à faire tourner son plateau. Mais la question, elle n'était pas là. Il avait le droit d'absolument rien changer. Même il m'a dit, quand j'étais à leur place, je faisais jamais ça. Nous aussi, on est instrumentalisés. Hein. Les gens qui sont dans le conseil, les formateurs, on est instrumentalisés pour maintenir une situation là-dessus. Et puis on va juste dire, si le cadre a été mieux formé, il saurait se démerder dans cette situation-là. Et puis le 4e point, c'est fragiliser les managers. Avoir des techniques qui permettent de fragiliser les managers. On a parlé des entretiens annuels, c'est une super technique pour fragiliser les gens. Surtout quand on leur dit ouais, j'aime beaucoup ce que tu fais, non, j'ai confiance en toi, etc. C'est effrayant. Mais il y a des techniques qui sont aujourd'hui beaucoup plus bousculantes et qui sont censées être là pour nous aider. Par exemple, le 360 degrés. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Le 360 degrés, c'est un rond. Hein. Le 360 degrés, ça veut dire que on va demander à plein de gens de vous juger. On va demander à votre chef et à nos chefs, on va demander à des collègues, puis on va demander à des collaborateurs de vous juger. Sous prétexte de vous aider, hein, et de vous aider à voir là où il faut que vous puissiez progresser, etc. Et donc, à toutes ces personnes-là, on va leur envoyer un questionnaire.
j'en ai vu un de 60, un de 80, enfin, on lui envoie toute une batterie de questions, anonymement, enfin, il le renseigne de façon anonyme. Et j'ai prévu de vous en lire quelques items, hein, que vous ayez un certain goût. Donc on va demander à toutes ces personnes-là de vous juger, par exemple, sur est-ce que vous savez faire preuve de flexibilité dans les discussions? Puis alors c'est marrant de voir d'ailleurs que les réponses entre le chef et puis les collaborateurs, etc., peuvent être quelquefois contradictoires. Comment on vous juge dans votre capacité à donner l'exemple à votre équipe par votre comportement? Est-ce que vous êtes capable de calmer l'atmosphère lorsqu'il y a des problèmes? Est-ce que vous êtes ouvert au changement? Est-ce que vous savez vous faire respecter? Et est-ce que vous respectez les règles? Toutes ces questions-là, hein, vont être posées à tout le monde. Donc là, je peux vous dire, les managers qui subissent ce truc-là, il y en a qui pètent les plombs, hein, tellement c'est déstabilisant d'être jugé comme ça. Le licenciement, bien sûr. Un cadre peut être viré en une journée. Moi, j'ai été viré dans une boîte, j'étais viré en une journée. Alors, c'est pas dramatique, enfin, c'est pas dramatique, c'est chiant, mais il file du fric, etc. Mais un cadre sait que il peut être liquidé dans la journée, c'est facile. D'autres pratiques encore, hein. Les managers coach. Ça, c'est d'une puissance incroyable. Là aussi, pour vous aider. Hein. Donc, le manager coach, c'est quelqu'un avec qui vous devez vous confier en toute authenticité, puis qui va vous juger pour insuffisance ou un truc comme ça. Quoi. Ouais, là, c'est les 4 points qui font que les gens intègrent le contrôle. Et que les gens, en effet, sont aliénés. On ne veut pas être des esclaves, nous. Hein, donc, comme on nous dit qu'on est libre de choisir, etc., ben, voilà, on dit que c'est normal, qu'on est d'accord avec ça. Mais on est formaté très jeune. Hein. On est dressé très jeune. Moi, j'ai le souvenir d'une récré en maternelle, où j'ai passé toute une récré avec le scotch sur la bouche. Bon, il y a plein de conférences gesticulées sur l'école, et franchement, ça vaut le coup. Mais on est vraiment dans cette continuité, hein. On apprend, on est dressé, et puis pour ceux qui survivent, le système économique continue le dressage. Avec le management par objectif, on entend souvent parler de harcèlement, de dérapage, et puis c'est sous prétexte que y a des gens malhonnêtes, maladroits, etc. Ce qui arrive ou pervers, ce qui arrive certainement. Hein, mais là encore, en préparant cette conférence, je suis tombé sur un bouquin passionnant d'un historien qui s'appelle Johan Chapoutot. Le bouquin s'appelle « Libre d'obéir ». Et en fait, c'est un historien qui a travaillé sur les pratiques managériales dans le Troisième Reich. Et c'est très déconcertant, parce que moi, la croyance que j'avais, c'est que dans le Troisième Reich, ça devait être, voilà, je ne vois qu'une tête, des process extrêmement précis, et tous ceux qui dérogent sont éliminés de façon extrêmement brutale, etc. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Les pratiques managériales du temps du Troisième Reich étaient très très similaires à notre management par objectif. Il y avait un objectif et t'es libre, fais comme tu veux. Bon, l'objectif, il faut l'atteindre, hein, mais t'es libre. Alors, dans le système nazi, t'es le sauveur de la race. Et donc vous imaginez, t'as comme objectif je sais pas quoi, et t'es le sauveur de la race et t'es libre, fais ce que tu veux. Nous, c'est pas le sauveur de la race, dans le management par objectif, dans le monde moderne. C'est le sauveur de l'actionnaire. Mais t'es libre. T'es libre pour sauver l'actionnaire. Donc, qu'il y ait des gens qui soient dans le harcèlement, enfin qu'il y ait des pervers, ça, il y en a. Hein. Mais qu'il y ait des gens qui soient dépassés, etc., et basculent dans le harcèlement, c'est lié à ces pratiques-là. Le mec le dignitaire nazi qui a développé toute cette pratique managériale, s'appelle Reinhard Heune, en fait, n'a pas été inquiété après la guerre. Et il a monté une école de management, il a formé entre 600 à 700 000 Allemands à ces pratiques managériales, au management par objectif. Donc,
Voilà. Je sais pas comment... Je sais pas comment clore ce truc sur le management, mais... Ouais, remplacer la révolte par l'acceptabilité. On s'en veut que ça merde. On s'en veut que ça merde plutôt que questionner le système, alors que c'est un système producteur de saloperie. Le troisième point dont je tiens à vous parler, c'est le mensonge du développement personnel. Il faut se calmer. Il faut être zen. Il faut savoir gérer nos émotions. Il faut être capable de prendre du recul, etc. Ça, c'est notre pas de vague. Hein. Il ne faut pas faire de vagues. Il faut que ça crache sans faire de vagues. Alors, il faut se calmer. En plongée. C'est pour ça que je ne savais pas trop répondre à certaines remarques là-dessus. Et allergie, il n'y a pas de Z à allergie. Si. Putain, vous me laissez faire ça. Au secours. Quand on est très profond, en plongée, quand on est très profond, au-delà de 40 mètres, qu'il n'y a pas de visibilité, peu de visibilité, qu'on voit à une dizaine de mètres, qu'il y a du courant, qu'il fait froid, je ne sais pas vous, mais moi, si jamais dans ces conditions-là, je perds de vue mon coéquipier, moi je ne suis pas du tout rassuré. Moi j'ai les jetons en fait. Bon, là je fais mon coming out. Hein, j'avoue avoir peur de nager sans avoir pied. Quand je suis sur le bateau et qu'on va faire une plongée de nuit et que je vois la mer noire tout autour, et jamais en rêve je vais sauter. Bon après quand j'ai le bloc, tout ça, boum, on y va. Mais avant, non, je suis tétanisé. Et quand je suis au fond de l'eau et je perds mon coéquipier, j'ai pas envie de me dire non, mais sois zen, détends-toi, etc. Je me dis non, si je suis stressé, je vais commencer à respirer plus fort, je vais commencer à bouffer ma bouteille, et puis ma plongée, je vais la flinguer. Et donc, j'essaye pas de me raconter des histoires sois zen, vois la vie, nana. Je me dis putain, il faut que je retrouve l'eau tout de suite. Et donc, je me décolle du sol, je monte de quelques mètres, et puis après, il suffit de tourner autour de nous. La visibilité est meilleure quand on est loin du fond. Et puis, il me suffit de repérer des bulles, puis d'aller voir les bulles. Voilà. Comme ça qu'on se repère. En fait, je sais pas gérer les émotions, mais je pense que c'est une grosse connerie ce qu'on nous raconte, c'est qu'on ne gère pas les émotions. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir coupé vos téléphones. Mais si jamais vous avez un coup de fil qui vous annonce que vous avez un gamin, je sais pas, qui a eu un accident, un truc comme ça, j'aurais beau vous dire, non mais vous pouvez rien y faire, il faut être zen, etc. Ça va pas être super efficace. Hein, vous risquez de ne pas savoir gérer vos émotions. C'est juste que si on a des émotions, c'est qu'on est vivant. Hein. C'est une caractéristique du vivant. Alors pourquoi on nous dit qu'on doit gérer nos émotions? Il y a même des formations pour ça. Le truc à la mode aujourd'hui, c'est même l'assertivité. L'assertivité, c'est l'affirmation de soi, tout en étant bienveillant et respectueux des besoins de l'autre. Hein, comme ça, on gère des conflits sans conflit. Tout le monde est content, ça va bien, pas de vague. Alors j'ai trouvé également quelques objectifs pédagogiques. Et je me suis dit, tiens, ça devrait vous amuser. Putain, c'est pas vrai. Comment? J'avais quelques objectifs pédagogiques à vous lire, et parce que j'ai trop bien préparé, je l'ai perdu.
En tous les cas, ce que je comprends pas où j'ai pu le foutre. Appelle ta secrétaire. Ouais, c'était... Comment c'est possible? Non, j'en souviens. Oui, en fait, d'une façon générale, c'est des objectifs pédagogiques sur les thématiques de développement personnel, c'est des choses qui nous parlent. Hein, mais c'est des projets de toute une vie. Arriver à, je sais pas moi, être plus élève, j'en sais rien, mais arriver à développer sa propre confiance en soi, c'est un sujet qui est... Personne ne peut être contre ça. On est tous d'accord. C'est des sujets qui sont passionnants. Bordel. Bon, bah écoute... On en parlera dans l'entretien d'évaluation. Ouais. Au secours. Bon, c'est bien d'avoir des notes, mais c'est bien de les avoir rangées aussi. Donc je vous ai listé quelques objectifs pédagogiques qu'on voit dans les formations en assertivité, et en effet c'est des thématiques de cette nature-là. Hein. Comment faire une critique constructive, comment faire face à un comportement irresponsable, etc. Et je vais même vous donner un type d'outil qu'on utilise dans ces formations. Il y a un outil qui est génial, hein, qui est l'outil justement de faire une critique constructive. En fait, faire une critique constructive, c'est... comment je pourrais vous dire ça? C'est comment pousser à bout quelqu'un en toute courtoisie. Est-ce que c'est possible d'avancer le tableau, s'il te plaît? Merci. Alors, l'outil s'appelle le desk. Le desk, c'est pour décrire les faits. Ouais, vous avez envie de dire quelque chose de... Il y a un scud à quelqu'un. Décrire les faits, exprimer ses émotions, chercher des solutions, et puis conclure de façon positive. Donc c'est important. Donc décrire les faits. Alors par exemple, c'est tu as remis le dossier avec 2 jours de retard, alors que tu m'avais dit que tu l'avais remis dans les délais. Ça c'est les faits. Je suis très déçu. Il vaut mieux dire je suis très déçu que je suis contrarié, parce que je suis contrarié, ça sera à la limite, ça concerne la tâche, mais je suis déçu, c'est la personne que je bouscule. Hein, c'est beaucoup plus blessant. Que comptes-tu faire? Et bien sûr, une fois que tu auras fait l'effort de mettre en place ça, bah, on pourra travailler dans de meilleures conditions, je pourrai à nouveau avoir confiance en toi. Donc ça, c'est un test. Alors, moi, je m'amusais à leur montrer, parce que là, il y a des failles, en fait, dans le truc. Je m'amusais à transmettre des outils d'autodéfense et savoir démonter les outils de la domination. Donc, il y a 2 faiblesses là-dedans. C'est qu'en fait, un manager, c'est rare qu'il parle des faits. Il vous dira toujours un truc du style je te sens pas très motivé actuellement, écoute, t'es toujours à la bourre, et je comprends jamais ce que tu me dis, enfin, etc. Il dit des trucs comme ça. Ils sont jamais les faits. Donc c'est pas compliqué. Niquer les faits. Bon non, pourquoi tu dis ça? Bah, sur quoi tu ce matin? Bah, sur quoi tu t'appuies pour dire ça? Bah, nier les faits en toute mauvaise foi. Hein, et après, là aussi il y a une faiblesse. C'est que je vous ai dit, les managers, ils sont déconnectés, ça les fait chier la réalité. Donc il dit bah pourquoi t'as pas fait ça? Il aurait dû faire, enfin t'aurais dû faire ça, etc. Parce qu'ils n'imaginent pas qu'il y ait des situations où on soit dans ce qu'on appelle des modes dégradés. Un mode dégradé, c'est que ça se passe pas comme prévu. Tu paumes une feuille avec les objectifs pédagogiques, des trucs comme ça. C'est ça le mode dégradé. Et donc, lui il dit, bah, on aurait dû faire comme on a dit, et vous dites, ah ouais, mais là je pouvais pas faire autrement.
terminé. Ah, mais là, en fait, ton truc, bah ouais, mais là, je pouvais pas faire autrement, ça marche pas. Bon, voilà, ça m'amusait, moi, de démonter. Donc il y a ces formations-là. Moi j'en ai animé peu de formations sur l'assertivité, mais j'en ai animé quelques-unes. Et je me souviens d'une fois, il y a une stagiaire qui nous explique qu'elle est gestionnaire HLM et que sur ce métier-là, pour pouvoir faire son boulot correctement, elle gère à peu près 500 dossiers. C'est ça le job. Une gestionnaire, à peu près 500 dossiers. Puis elle nous dit, quand j'ai commencé le job, j'en avais 750. Et là, elle me dit, écoute, là maintenant, j'en ai 2500. Comment je peux faire ? Et elle précise, voilà, j'en suis à mon 3e burn-out, je craque. Moi, je suis effaré de ça. Vous voyez, en fait, comment ça se passe. C'est que sa conscience professionnelle l'empêche d'envoyer chier les gens. Bien sûr, bien sûr. Comment le système amène à ce qu'il y ait des situations aussi dégueulasses qui fait qu'il y a des gens qui se sentent en faute de ne pas y arriver alors qu'on les met dans des conditions impossibles. C'est notre conscience professionnelle en fait qui fait que on fait des burn-out. En fait, on se sent comme une chose à optimiser. Et elle vient, elle, à une formation en assertivité, parce que voilà, on l'a inscrite et on lui dit bon, bah, 2500 dossiers, fastoche, tu fais une formation à l'assertivité, puis tout ira bien. Non, la formation professionnelle a une vraie responsabilité là-dedans. Ouais. On se sent en effet comme en faute. Comme en faute si on se retrouve dans une situation où on n'arrive pas à faire face à des objectifs contradictoires, comme si c'était nous qui avions déconné. Mais c'est pas étonnant parce qu'en fait on est bombardé de slogans, le stoïcisme est dans toutes les revues de psychologie qu'on voit, etc. On est bardé d'injonctions là-dessus. Alors aujourd'hui c'est beaucoup le stoïcisme, hein, donc on dit si tu ne peux rien faire ou si tu ne peux pas agir dans la situation, à ce moment-là, change ta représentation de la situation, puis ça ira mieux. Bon, si t'es emmerdé au boulot, change ta représentation du boulot, tu vas voir, fastoche, ça va être tout baigne. Hein, c'est ça le message qu'on passe. Alors on dit, apprends à être zen, tu vas méditer pour être plus détendu, pour être plus calme, gérer... Mais tout ça, c'est juste des pratiques qui font qu'on va culpabiliser si on n'y arrive pas. Hein. C'est comme ça que ça marche. Ouais, remplacer la révolte par la culpabilité. Vous voyez, ce qui est très intriguant sur le développement personnel, c'est que on n'en a pas besoin dans les entreprises. Puisque si les gens n'adhèrent pas, c'est pas gênant, on les oblige après. Donc pourquoi mettre en place des méthodes qui vont faire adhérer les gens si en fait on n'en a rien à foutre qu'ils adhèrent? C'est bien parce que, mais ça c'est ma conviction, c'est bien parce que c'est une technique d'aliénation. De ces trois grands sujets, moi ce qui m'intéresse là, c'est de voir les conséquences en fait du système, voir les conséquences de ce management décomplexé. J'habite à Compiègne, j'ai découvert ça
il y a des coupes rases dans la forêt de Compiègne. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une coupe rase. Moi, je pensais que c'était en Indonésie, au Brésil, ils faisaient pousser de l'huile de palme, des trucs comme ça. Enfin, ils rasent tout, quoi. Mais en région parisienne, ils font ça. Une coupe rase, c'est à la forêt, et après c'est rasé comme ça. Il n'y a rien. Et je connais un type qui discutait avec le mec qui était dans le bulldozer. Et le type lui a dit non, mais ici, c'est pas une forêt, monsieur. Ici, c'est une exploitation forestière. On est dans un système qui va tout transformer en fric. Qui transforme tout en fric. Et qui transforme la vie en fric. Je voulais vous montrer quelques images. Et ce pas des images de plongée. Cette espèce de vache s'appelle la vache blanc-bleu-belge. Et ouais, on fait une formation internationale. Hein. C'est 60% du cheptel belge, c'est cette vache-là. Il faut savoir que la vache ne peut pas se reproduire par voie naturelle. 95% des accouchements de vaches, c'est par césarienne. Alors peut-être que certains d'entre vous, peut-être beaucoup, sont pas à l'aise en regardant cette image. Il y a un truc qui me met mal à l'aise là. Et ce qui met mal à l'aise, c'est le fait que la caractéristique vivante de cet animal a été niée. C'est plus un animal, c'est une machine à fabriquer de la viande. C'est une usine à fabriquer du muscle. Le système capitaliste, c'est ça, hein, c'est on va tout transformer en argent. Tout ce qui ne peut pas être valorisé, tout ce qui ne peut pas être fructifié, on va dire, hein, c'est ça, mais c'est-à-dire tout ce qui ne peut pas être transformé en argent n'a aucune valeur, et donc tout ce qui peut l'être doit l'être. C'est le mode de fonctionnement dans lequel on tombe nous-mêmes, hein, nous-mêmes dans ces pratiques-là, quand on intègre le contrôle, quand le manager intègre le contrôle. Il se retrouve dans cette situation-là. Là, c'est la situation d'être chosifié. Moi, j'ai essayé de chercher un mot, réifié. Je connaissais pas. J'ai découvert ce mot réifié, qui est le fait d'être changé en cheval, d'être considéré comme étant une chose. Moi, je me disais dévivantiser, le fait qu'on nous enlève notre dimension vivante. C'est la finalité du système qui nous entoure. Alors ce qui est très délicat, c'est que nous, en effet, on est aliénés au système, et que ce système de domination, en fait, s'appuie sur des rapports de domination, mais quand on rentre dans l'intimité de notre physiologie, il se passe un truc assez délicat, c'est que quand on est en situation de domination, on se shoot à une hormone du plaisir, on se shoot à la dopamine, qui est une hormone du plaisir. C'est pour ça que c'est délicat, les rapports de domination. C'est que les rapports de domination nous apportent un certain plaisir. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans les bandes de copains, etc., il y a quelquefois des gens qui sont un peu leaders, des gens qui sont un peu suiveurs. Enfin, des rapports de domination, il y en a tout le temps, et c'est normal. Dans une forêt, les arbres n'ont pas tous la même taille. Mais il n'y a pas d'arbres qui font 50 km de haut. Ça veut dire que quand les rapports de domination ne sont pas pris en considération dans les organisations, ça veut dire qu'il y a une organisation qui travaille au profit de quelques-uns, là oui, on peut avoir des situations de démesure totale. Il y a une chose qui m'a touché il y a quelques années, quand j'ai découvert que en Nouvelle-Zélande, ils avaient mis en place des lois pour empêcher des non-résidents de Nouvelle-Zélande d'acheter des propriétés en Nouvelle-Zélande. Parce qu'il y avait tellement d'ultra-riches qui achetaient des propriétés gigantesques que les Néo-Zélandais n'en avaient plus. Dans les scénarios de dérèglement climatique, la Nouvelle-Zélande est l'une des régions qui sera plus ou moins épargnée. Donc voilà, les dominants sont partis là-dessus. Hein. C'est pour ça qu'ils achètent ça, ils achètent des îles, ils achètent... En fait, ils vont se barrer. Hein, on est dans
dans des situations de démesure où ils vont se barrer. Et nous, on est aliénés et on continue à... Enfin, je dis nous parce que c'est ma classe. Moi, c'est ma classe. Moi, j'ai été manager, j'ai été formateur. C'est ma classe. Hein. On est aliénés à ce système-là. On est aliénés à ces dominants-là. Comme si ça avait du sens pour nous. Mais eux, ils vont se barrer, ils vont faire sécession. Et ils sont d'un cynisme atroce. Ouais. Tout ce que je vous raconte là, c'est pas des situations absurdes, hein. C'est ce qu'on appelle des signaux faibles. Bien sûr, les exemples sont peut-être pour certains à l'extrême, mais j'en ai 1000 comme ça. C'est des signaux faibles qui sont des signaux faibles qui illustrent le fonctionnement de notre système. Hein. On est dans un système qui va nous chosifier, comme l'environnement et nos aliments. Alors c'est vrai que moi je suis un peu amer là-dessus et sûrement que dans les plongées, je me coupe de cette dimension-là pour essayer de rester dans un monde un peu idéalisé. Et donc je voulais vous montrer, je vous ai parlé de plongée, je voulais quand même vous montrer quelques photos que j'ai prises en plongée. Et voilà, pour faire rêver certains. Bon, ça c'est des photos hyper classiques, hein, les amphiprions, les poissons clowns, c'est des choses classiques. Peut-être que certains n'ont jamais mis les pieds en mer Rouge, c'est ça la mer Rouge. La mer Rouge, c'est des bancs d'anthias, une multitude de petits poissons qui nagent dans les coraux, c'est fantastique. Bon, là le tirage est un peu violent, mais maintenant vous comprenez pourquoi la mer Rouge s'appelle la mer Rouge. Hein, on voit des belles bestioles. C'est débonnaire, ça c'est nager avec des tortues, c'est un vrai plaisir, c'est débonnaire, c'est tranquille. Bon, par contre, ça peut vous couper un doigt hein, si vous l'emmerdez. Bon, vous voyez bien au fond? Oui, ouais. très bien. Les requins, bon, il y a une grosse croyance sur les requins, en fait, c'est fantastique de plonger avec des requins, j'adore ça. J'ai eu la chance de plonger en Polynésie, dans une passe, il y avait 700 requins, c'est fantastique. Et ils n'attaquent pas les plongeurs, de toute façon ils n'attaquent pas les nageurs non plus, ceux-là. Par contre, c'est plutôt eux qui sont attaqués et qui sont détruits. Les requins marteaux. Moi je suis ému en fait en voyant cette image-là, c'est que le requin marteau est un animal qui est en danger critique d'extinction. C'est le dernier stade. Hein. C'est des seigneurs de la mer, ça. C'est fantastique. Il y a des grosses bêtes aussi comme ça, des poissons Napoléon. Hein, il y a des grosses bosses, alors on voit, je suis un peu en contre-plongée, mais une grosse bosse devant, le poisson Napoléon. C'est là aussi très débonnaire, très sympa. Là, ça c'est une plongée de nuit, c'est une rascasse. Ça c'est en mer Rouge aussi, c'est rascasse volante. C'est des poissons que je trouve fascinants, le dessin qu'ils ont. C'est grand carnivore. Puis également en Méditerranée, enfin ça c'est des images voilà, qu'on voit dans le sud, en Méditerranée. Bon, je ne vous ai pas parlé de plongée en baie de Morlaix, mais moi j'ai des très très bons souvenirs de dégustation de coquilles Saint-Jacques par 30 mètres de fond là, en baie de Morlaix avec aucune visibilité. Et les plongées en Bretagne sont très très belles. Bon, puis du corail, quoi. Le corail en Méditerranée, c'est un grand classique. Mais en effet, je pense à ces animaux, même le corail disparaît. Hein. Quand on a fini notre plongée, on remplit un carnet de plongée. Et qu'on revient sur le bord. Une fois qu'on est, voilà, avec notre équipement, etc., on remplit un carnet de plongée dans lequel on va noter quelques bricoles, on va noter le lieu, et puis surtout la profondeur et la durée.
Et puis quelques observations. Alors là, j'ai noté superbe des homards, homards, poulpes, ah bah tiens, Perros Guirec. Des homards, des poulpes sur un éboulis, faible visibilité, dans les laminaires. Vous voyez les laminaires, enfin, plonger dans les laminaires et se perdre dans les laminaires, pour un plongeur, c'est très très excitant. Et donc moi, j'ai rempli mon carnet de conférences gesticulées par rapport au capitalisme, par rapport au mensonge que j'ai vécu, que je vis. J'ai noté le capitalisme déglingue le vivant. J'ai été aliéné, coupé de moi-même, piégé dans une automanipulation de masse pour enrichir quelques dominants cyniques. Étant aliéné, nous refusons de voir qu'on fout en l'air la planète. En fait, j'ai pas vu que ça dans ma vie. J'ai pas vu que ça. J'ai pas vu que ça dans mes plongées non plus. J'ai vu des choses, moi, qui me troublent à chaque fois. Je sais pas si vous voyez ce poisson-là, mais ce poisson-là s'appelle un poisson nettoyeur. Là, il est sur le corps d'un poisson qui s'appelle chirurgien, et il vient chercher des parasites. En fait, il vient nettoyer le poisson. Et les poissons, en fait, le savent. Et il y a des endroits où il y a plein de petits poissons nettoyeurs, et donc les gros poissons viennent à cet endroit-là pour se faire nettoyer. Là, on en voit un autre, là, sur la tête d'un gâterin, mais ces poissons-là rentrent dans la bouche des murènes, des mérous. C'est très intriguant de voir des énormes mérous, des trucs qui font peut-être 2 mètres de long, des énormes trucs qui ouvrent la bouche et les ouïes en gigantesque, et puis un poisson, enfin, ou plusieurs, qui se promènent et qui rentrent dans les ouïes, et ils les bouffent pas. Et ça va même au-delà de ça, il y a des trucs assez rigolos. Par exemple, il y a des crevettes qui viennent nettoyer les dents des murènes. Il y a des poissons qui habitent avec des crevettes. En fait, dans la mer, on voit plein de choses, plein d'entraide, de coopération entre les animaux. Et pour moi, c'est assez fascinant, ça. Ça me fait penser aussi à des situations que j'ai rencontrées dans le métro parisien. Alors, dans le métro parisien, bien sûr, quand la sonnerie retentit, plus personne n'a le droit ni de monter, ni de descendre du wagon, de la voiture. Ça n'arrive pas très souvent, mais moi je l'ai déjà vu plusieurs fois. Une personne qui a vu que le métro arrivait, et donc commence à courir, et on la voit courir de loin. Et puis la sonnerie retentit, mais la personne n'est toujours pas arrivée dans la voiture. Et pendant qu'on entend la sonnerie, paf, il y a quelqu'un qui attrape la porte et qui la retient, le temps que la personne fasse les 2-3 pas et saute dans la voiture. Moi, à chaque fois que je vois ça, je recrois dans la nature humaine. Pourtant, ils se connaissent pas, ils se disent rien, enfin, ils disent merci à la limite. On a un sens naturel, on a un sens moral naturel. C'est notre empathie, en fait, c'est notre empathie qui fait que on voit que la personne galère, que nous, à sa place, on aimerait bien que quelqu'un nous tienne la porte, et voilà. Notre empathie n'est pas des choses qu'on apprend à l'école, il n'y a pas besoin de formation, il n'y a pas besoin de ce genre de choses pour apprendre à avoir un comportement moral. C'est un sens au même titre que le sens auditif, la vue. Moi j'adore ça. En fait, on est sensible, notre empathie nous permet d'être sensible à des corps qui souffrent. On sait ce que c'est que des corps qui souffrent, on sait ce que c'est ce qui est juste et ce qui est injuste, on sait ce que c'est que des corps humiliés.
C'est d'ailleurs pour ça, c'est parce qu'on sait ça que on sait faire peindre les lunettes avec des pratiques morales de l'État, des religions et compagnie. C'est que naturellement, spontanément, on sera assez sensible, enfin on est sensible à ce sens moral. Ce sens moral qui s'appuie sur des gens qui souffrent, en fait des gens durs à la souffrance. Alors des gens durs à la souffrance, moi j'en ai vu, en fait j'en ai rencontré dans... J'ai passé quelques jours sur une ZAD, j'ai eu la chance de faire ça. J'ai passé quelques jours sur une ZAD, où là en effet j'ai vu des corps durs à la souffrance, parce que les conditions de vie, une ZAD c'est une zone à défendre, comme Notre-Dame-de-Lande, ou qui a été peut-être la plus médiatisée. Et donc, sur une ZAD, une zone à défendre, moi j'y suis allé, ce que je vais vous dire ne concerne que mon expérience sur une ZAD donnée pendant les jours où j'y suis allé. Donc je ne veux absolument rien généraliser à mon expérience. Mais il y avait une quarantaine de personnes quand j'y étais, et tout le monde bouffait matin, midi et soir. Et donc moi je suis ingénieur, donc je me dis tiens, faire bouffer 40 personnes matin, midi et soir, c'est un vrai boulot, ça s'organise, faut faire la bouffe, etc. Et c'est pas une opération très simple. Et donc j'étais extrêmement curieux de comment ça se passe dans un contexte où les gens sont épidermiquement allergiques à toute relation de pouvoir, toute relation de domination. Parce qu'il y a besoin d'organisation. Si on veut que les gens bouffent, il ne suffit pas simplement de regarder dans le frigo ce qui reste. C'est une vraie organisation. Mais comment construire de l'organisation sans rapport de domination? Eux, ils savent. J'ai vu une AG, une assemblée générale de 40 personnes. Il n'y avait qu'une seule personne qui parlait. Alors que moi, des comités de direction, des comités industriels, des trucs comme ça, j'en ai vu plein, où les gens s'insultent, enfin, pas tout le temps, mais j'ai vu des gens s'insulter, des gens... Alors que là, il n'y avait qu'une personne qui parlait, un bâton de parole, et tout le monde respectait le bâton de parole. Donc oui, bien sûr, c'est pas parce qu'on est allergique à tout rapport de domination qu'on est allergique à tout besoin d'organisation. On a besoin d'organiser les choses. Mais en fait, on n'a pas besoin de chef. Dans nos organisations, dans notre job, dans nos boulots, on pense que les chefs, s'il n'y avait pas de chef, ce serait le bordel, mais c'est l'inverse. On n'a pas besoin de chef. Bouffer 40 personnes, c'est un vrai boulot, mais l'ardeur, bon, j'ai pas investigué l'ardeur plus que ça, mais les connaissant juste un tout petit peu, je me dis qu'ils sont vigilants au rapport de domination, et dès qu'ils ont trouvé des modes d'organisation qui soient compatibles, et qui soient réalisés sans rapport de domination. En fait, il y a des milliers d'entreprises dans le monde entier, il y en a des centaines en France, des entreprises qui fonctionnent sans hiérarchie. Alors je ne fais pas de la pub pour ça, je ne suis pas en train de dire c'est génial, le capitalisme rénové, etc. Non, on est toujours dans un monde économiquement non tenable, etc. Mais ce qui est intéressant derrière toutes ces entreprises qui fonctionnent sans organisation, sans hiérarchie, pardon, avec organisation mais sans hiérarchie, c'est que c'est juste, elles font la preuve que même dans un système capitaliste, on n'a pas forcément besoin d'une hiérarchie pour que ça marche. Pour ceux qui sont curieux de ça, moi je vous invite à aller voir sur internet une boîte qui s'appelle Favi, vous notez Favi juste. Et là encore, c'est plutôt de le voir sous forme... En gestion de projet, on parle de POC, de Proof of Concept. C'est-à-dire qu'on va prouver que le concept marche. Et donc on prouve que des organisations sans hiérarchie sont tout à fait efficaces. Je pense même aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, il n'y avait aucune hiérarchie. Et je trouvais ça passionnant, le fait qu'ils soient extrêmement... épidermiquement allergique à toute représentation. Il fallait que ce soit des gens... il n'y a pas de représentation. Donc ça marche, ça marche. Et je pense, moi, que
dans ce monde-là qui est en train de s'ébranler, de s'effondrer, plus de pétrole ou pas beaucoup de pétrole, je pense qu'il va y avoir des fenêtres de tir. Aujourd'hui, l'effondrement, on le voit dans la biodiversité, on ne le voit pas encore bien dans l'activité commerciale, mais je pense qu'il y aura des fenêtres de tir. Des fenêtres de tir où on pourra faire émerger des systèmes sans organisation, au même titre que ça a failli se faire, hein, avec les gilets jaunes, bousculer le mode d'organisation. Je vous disais qu'on n'avait pas besoin de chef. On n'a pas besoin de chef parce que la vie est généreuse et que nous, quand on est en lien avec notre partie vivant, on est dans cette générosité-là. Je vous parlais de la coupe franche, ou la coupe rase. À Compiègne, je suis tombé, moi, en me promenant, je suis tombé dans une coupe rase. La première fois que je suis tombé dans une coupe rase, c'était effrayant parce que ils enlèvent même les souches. Enfin, pour ceux qui ont quelques notions de sol, etc., enfin, ils enlèvent même les souches. J'étais bouleversé. Et je regardais au sol, je voyais quelques petits chênes comme ça. Et ça m'a bouleversé de me dire la générosité de la vie. Il n'y a rien, c'est gratuit, c'est ouvert, il n'y a aucun enjeu, ça pousse. La générosité des mauvaises herbes qu'on arrache et puis elles qui repoussent de façon régulière. Moi je suis bouleversé par la générosité de la vie et je pense que ça s'applique à nous aussi. Mais comme je ne vais pas très bien en parler, je crains pas très bien en parler, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Je vais laisser la parole à un précurseur de la culture anarchiste, Pierre Kropotkin. Certains le connaissent. Qui est mort, je crois, en 1920, donc c'est vraiment les précurseurs, Bakounine, peut-être ou non, ils étaient à l'origine de cette réflexion-là. Et Kropotkin, c'est un mec qui a vécu une vie assez incroyable. Il a été exilé en Sibérie, il a été géographe. Alors j'ai noté parce que je n'ai pas tout retenu, mais géographe, explorateur, zoologiste, anthropologue, géologue, théoricien du communisme libertaire. Il a écrit un bouquin passionnant qui s'appelle L'Entraide et que je vous invite à lire parce qu'on voit qu'en fait les croyances qu'on peut avoir sur une organisation efficace dans la compétition, heureusement qu'on a souvent des histoires de coopération. Il a écrit un autre bouquin qui s'appelle La morale anarchiste. Et donc ce que je vais vous lire est extrait de La morale anarchiste. La morale anarchiste, c'est un petit bouquin que vous pouvez très facilement trouver sur Internet. Un peu de pub. C'est gratuit, c'est en libre sur PDF. La morale anarchiste, il n'y a pas à l'acheter. Ça fait une quarantaine de pages, en plus c'est jouissif. La façon dont il écrit, je trouve, est stimulante et jouissive. Ce n'est pas l'amour de mon voisin, que souvent je ne connais pas du tout, qui me pousse à saisir un seau d'eau et à m'élancer vers sa demeure en flammes. C'est un sentiment bien plus large, quoique plus vague, un instinct de solidarité humaine. Lutter, affronter le danger, se jeter à l'eau pour sauver non seulement un homme, mais un simple chat, se nourrir de pain sec pour mettre fin aux iniquités qui vous révoltent, se sentir d'accord avec ceux qui méritent d'être aimés, pour l'homme et la femme pleins d'énergie, de force, de vigueur, de jeunesse, c'est le plaisir de se sentir vivre. Si tu sens en toi la force de la jeunesse, si tu veux vivre, si tu veux jouir de la vie entière, pleine, débordante, alors sois fort, sois grand, sois énergique dans tout ce que tu feras, sème la vie autour de toi. Sème la vie autour de toi.
Merci. Eh ben, écoutez, merci. Non, je suis très touché. Et puis c'était une première. Merci pour votre accueil. Et c'est pas pour tout de suite le pot, non? Il n'y a pas un truc à boire là ou... Ah, toi? Alors, Denis va boire. Et puis, voilà. Une pause de 30 minutes. On va aller changer avec Denis. Alors, c'est Emmanuel. Ah ouais? Démonstration à la fin, je me dis comment il va trouver les photos, la coopération, l'entrée. Ouais. Ça t'a plu? Ouais. Ça me touche. Hein. Et j'ai été Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, vous s'embrassez. Ouais, après, je vous parle trop merci. Bravo. Oh, il y a des papiers. Merci.